les propriétés de la transformation de Laplace qu'on a déjà commencé hier. Donc, je vous rappelle qu'on a commencé par une première propriété qui est la linéarité. On a donné un exemple, ou même deux exemples, où on utilise cette propriété. Ensuite, nous avons vu le lien qu'il y a entre la transformée de Laplace de la fonction causale f de ax et le signal d'origine f. Donc, on a montré que la transformée de Laplace de f de ax au point P, c'est 1 sur a fois la transformée de Laplace de f au point P sur a. Donc, je vous rappelle aussi que on a imposé à a d'être un réel strictement positif pour garder toujours un signal qui est causal. Ensuite, la troisième propriété qu'on avait abordée hier ensemble, c'était la transformée de Laplace d'un signal qui est translaté. Donc, si je considère le signal f de x moins a, u de x moins a, donc j'ai un signal f qui est causal, je vais le translater vers la droite. Donc, je considère pour un réel a strictement positif le signal g de x égale f de x moins a fois u de x moins a. Donc, du coup, ce nouveau signal g, ça va être un signal qui va vivre à partir de a. Donc, à gauche de a, si x est strictement inférieur à a, le signal g est nul. Et si x est supérieur ou égal à a, g de x vaut f de x moins a. Donc, je répète encore, j'ai translaté le signal f, le signal causal f qui vit à partir de 0, je l'ai translaté vers la droite pour récupérer toujours un signal qui est aussi causal et qui va vivre à partir de a. Donc, juste avec un tout petit changement de variable, nous avons vérifié que on a la formule suivante, qui est connue aussi sous le nom du théorème du retard, qui dit que la transformée de Laplace de f de x moins a, u de x moins a, au point P, c'est exactement égal à la transformée de Laplace de f au point P multipliée par le facteur du retard exponentiel moins a fois P. D'accord? Donc, ça s'appelle le théorème du retard et le terme exponentiel moins AP s'appelle le facteur du retard. Alors, on va faire un exemple d'application de ce théorème-là. On va appliquer ce résultat pour calculer la transformée de Laplace d'une fonction périodique causale. Donc, je vais prendre une fonction périodique, bien sûr qui est causale, donc elle vit uniquement sur R+, donc elle sera périodique bien sûr sur R+. Je vais considérer une fonction f, périodique de période t sur R+. Puisqu'elle est périodique, cette fonction-là, donc sur 0t, elle sera représentée par une certaine fonction f0. Sur t de t, je vais reprendre exactement la même fonction, le même graphe de la fonction f0 pour retrouver f. Sur 2t, 3t, ça va être la même chose. Donc, je vais avoir, si je considère une suite de fonctions fn définie de la manière suivante. Alors, si je considère f0, la restriction de f à la première période, donc la période 0t, donc si je considère f0 de x qui vaut f de x sur l'intervalle 0t sur la première période et qui vaut 0 ailleurs, f0 sera appelé aussi la fonction motif. Donc f0 est aussi appelée la fonction motif. Pourquoi la fonction motif? Parce qu'en quelque sorte, c'est le motif qui va se répéter, puisque la fonction f est périodique. D'accord? Donc, quand je trace le graphe de f, le graphe de la fonction motif f0, qui se présente sur l'intervalle 0t, va se répéter.
Donc, f1, la fonction restriction de f sur l'intervalle t de t sera tout simplement f0 de x moins t. f2 sera égal, f2 de x sera égal à f0 de x moins 2t. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais de cette manière-là construire une suite fn telle que fn de x vaut f0 de x moins nt. OK? Donc, je répète encore, la fonction f0, elle représente la restriction de f à l'intervalle 0t. La fonction f1, elle va représenter la restriction de f à l'intervalle t de t. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va vivre sur t de t. La fonction f2, elle va vivre sur l'intervalle 2t, 3t, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la fonction fn, pour n supérieur ou égal à 1 dans le cas général, elle va vivre sur l'intervalle nt, n plus 1t. OK? Donc, je suis juste en train d'interpréter le fait que la fonction f est périodique sur R+. Donc, j'ai juste décomposé, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de décomposer f de x. J'ai écrit f de x comme étant f0 de x, c'est-à-dire la partie qui vit sur 0t, plus f1 de x, la partie qui vit sur t de t, plus f2, plus fn dans le cas général. D'accord? Donc, avec un graphe, imaginez le graphe devant vous, vous allez mieux comprendre cette décomposition. Donc, justement, cette suite de fonctions fn a été définie de manière à ce que f de x soit égal à la somme de fn de x pour n supérieur ou égal à 0, où chaque fn, c'est une fonction qui va vivre sur nt, n plus 1t, et fn de x, c'est justement f0 de x moins nt. Toutes les fonctions fn, ce sont des translations de la fonction f0, f0 étant la fonction motif, la fonction qui vit entre 0 et t. Bon, alors une fois qu'on a décomposé f de cette manière-là, bien sûr en tenant juste compte du fait que c'est une fonction périodique, on peut utiliser la linéarité de la transformée de Laplace. Alors, on va avoir donc la transformée de Laplace de f, c'est la somme de la transformée de Laplace de f0 de x moins nt au point p. Et là, maintenant, bien sûr, je vais appliquer le théorème du retard. Je vais l'appliquer à quelle fonction? Je vous écoute. Donc, le théorème du retard ici, je vais l'appliquer à quelle fonction? f0 de x moins nt. Oui, je vais l'appliquer à la fonction f0 et pour a qui vaut n fois t. Donc, on a dit, le théorème du retard, il dit que la transformée de Laplace de f0 de x moins a, tout à l'heure, on l'a fait, la transformée de Laplace de f au point x moins a est égale à exponentielle moins ap fois la transformée de Laplace de f au point p. Donc, ce qui joue le rôle de a dans notre cas, ça va être n fois t. Ce qui joue le rôle de la fonction f, c'est f0. Donc, quand j'applique le théorème du retard, je vais avoir donc exponentielle moins ap, c'est-à-dire exponentielle moins nt fois p, fois la transformée de Laplace de f0 au point p. Donc, voilà ce que donne le théorème du retard qu'on vient juste de voir. Et bien sûr, je fais une somme sur tous les n supérieurs ou égal à 0. Alors, quand je fais la somme, puisque la transformée de Laplace de f0 au point p ne dépend pas de la somme, donc ce terme-là, je pourrais le mettre à l'extérieur de la somme. Et la somme qui reste, si je l'écris convenablement, donc le premier terme pour cette somme qui va rester, pour n égale à 0, ça va donner 1, n'est-ce pas? Pour n égale à 0, ça donne 1. Pour n égale à 1, ça va donner exponentielle moins p fois t.
Pour n égale à 2, ça va vous donner exponentielle moins 2 p fois t plus exponentielle moins 3 p fois t, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, je repère tout de suite ici une série géométrique de premier terme 1. Donc, cette somme-là, c'est exactement une série géométrique de premier terme 1 et de raison exponentielle moins p fois t. D'accord? Bon. Alors, je vais examiner de plus près la raison de cette série géométrique. Alors, quand je prends le module de la raison, il s'agit d'un complexe, ça va donner, donc le module de exponentielle moins p fois t, ça va donner exponentielle moins partie réelle de p fois t, et c'est strictement inférieur à 1 si le réel de p est strictement positif. OK? Donc, si réel de p est strictement positif, puisque en module, la raison de cette série géométrique est inférieure à 1, donc il s'agit d'une série géométrique qui est convergente. Et elle va converger vers quoi? Elle va converger vers le premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. D'accord? Donc, cette série-là, c'est une série géométrique qui est convergente. Et elle va converger vers, je répète encore, le premier terme qui est égal à 1 ici, pour n égale à 0, fois 1 sur 1 moins la raison. Donc, 1 sur 1 moins exponentielle moins p fois t. D'accord? On était juste en train d'analyser et de calculer la série géométrique ici, qui apparaît dans l'expression de la transformée de la place de f au point p. Donc, en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire là, la transformée de la place de f au point P sera égale à, donc la transformée de la place de f0 au point P multipliée par cette série géométrique qui est égale à 1 moins exponentielle, 1 sur 1 moins exponentielle moins p fois t. OK? Donc là, on vient de trouver une formule générale qui me donne la transformée de la place d'une fonction causale périodique. Donc, n'oubliez pas que f, c'est une fonction causale périodique. f0, c'est quoi f0? f0, ça représente quoi? Je vous écoute. Le motif, madame. Oui, f0, c'est la fonction motif et c'est tout simplement la restriction de f à la première période. On l'appelle la fonction motif puisque c'est exactement la fonction qui va se répéter sur le graphe de f durant toutes les périodes suivantes. OK? Donc, la transformée de la place de f au point P, c'est la transformée de la place de f0 au point P divisée par 1 moins exponentielle moins p fois t. Donc, grand T, c'est la période du signal f, du signal causal f, et f0, c'est la fonction motif de f. C'est tout simplement la restriction de f à la première période 0t. Alors, dorénavant, cette formule-là, vous pouvez aussi l'utiliser directement pour un signal causal périodique. Okay? Donc, d'ailleurs, vous avez en application directe de ce résultat, vous pouvez faire l'exercice 2 de la série 4. Donc, comme application, je répète encore, de cet exemple-là, de cette formule, vous allez faire l'exercice 2 de la série 4. Bon, alors on passe à la propriété suivante de la transformée de la place. Donc, la transformée de la place de exponentielle moins ax
f de x. Donc, je prends toujours un signal causal f. Je vais le multiplier par la fonction exponentielle moins ax. Et je voudrais avoir le lien qui est entre les deux transformés de Laplace. Donc, j'applique la définition, la transformée de Laplace de exponentielle moins ax f de x. En appliquant la définition, ça va donner l'intégrale de 0 à l'infini de f de x exponentielle moins ax multiplié par exponentielle moins px dx, bien sûr toujours sous réserve de convergence de l'intégrale. Et ce que j'obtiens ici, c'est exactement l'intégrale sur r plus de f de x exponentielle moins a plus px dx. Donc, ce que je récupère ici, c'est exactement la transformée de Laplace de f au point p plus a. OK? Donc, la transformée de Laplace de exponentielle moins ax f de x, c'est la transformée de Laplace de f au point p plus a. Alors, s'il vous plaît, faites attention, ne confondez pas cette propriété avec la propriété précédente. La propriété précédente, c'était le théorème du retard. Le théorème du retard dit que la transformée de Laplace de f de x moins a u de x moins a au point P, c'est exponentielle moins a fois P fois la transformée de Laplace de f au point P. Mais là, ce que vous avez dans ce cas, c'est la transformée de Laplace du produit du signal f par la fonction exponentielle moins ax. Donc, la transformée de Laplace au point P, c'est la transformée de Laplace de f au point P plus a. Alors, pourquoi les étudiants, on a tendance à confondre ces deux propriétés? Parce que tout simplement, dans les deux cas, il y a la fonction exponentielle qui apparaît. Mais bien sûr, elle n'apparaît pas du tout de la même manière. Hein? D'accord? Donc, je répète encore, ne faites pas une confusion entre ces deux propriétés. Bon, alors, comme conséquence directe de cette propriété, donc par exemple, si je veux calculer la transformée de Laplace de exponentielle moins ax u de x, je pourrais dire, en utilisant la propriété précédente, que c'est la transformée de Laplace de u au point p plus a. Donc, je suis en train d'appliquer la formule précédente pour f, qui est tout simplement la fonction de Heaviside, la fonction u. Et la transformée de Laplace de u au point p plus a, je sais que ça fait 1 sur p plus a. OK? Donc maintenant, si j'applique cette formule-là pour la fonction x u de x, et dans le cas général, pour la fonction x à la puissance alpha u de x, donc je vais avoir la transformée de Laplace de exponentielle moins ax, x à la puissance alpha u de x, qui vaut, d'après ce qui précède, la transformée de Laplace de x à la puissance alpha u de x au point p plus a. Et ça, on sait que ça vaut exactement gamma au point alpha plus 1 divisé par p plus a à la puissance alpha plus 1. Alors, de la même manière, si je calcule la transformée de Laplace de exponentielle moins ax cosinus oméga x au point p, toujours en utilisant la propriété précédente, ça va être donc la transformée de Laplace de la fonction causale cosinus oméga x au point p plus a. Donc, ça va faire p plus a divisé par p plus a au carré plus oméga au carré. D'accord? Et la même chose pour la fonction sinus. Vous pouvez faire, donc vous pouvez appliquer la propriété pour toutes les fonctions f causales et particulièrement tous les exemples de fonctions dont on a déjà calculé la transformée de Laplace et utiliser donc ces résultats-là directement. Alors, on passe à la cinquième propriété, donc la transformée de Laplace de la dérivée, cette fois-ci. Exactement comme dans le cas de la transformée de Fourier, il s'agit bien sûr de faire une intégration par partie pour avoir le lien qu'il y a entre la transformée de Laplace de f et la transformée de Laplace de f'. Je suppose bien sûr que f et f' admettent des transformées de Laplace
Ça veut dire bien sûr que toutes ces intégrales-là sont bien définies et qu'elles sont convergentes. Je fais une intégration par partie. Alors, à l'infini, ce premier terme-là, il va tendre vers 0 parce que justement, à l'infini, je vais avoir comme la fonction admin, la fonction f admin transformée de la place. Donc, en module, ce terme-là, il va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, ce qui va me rester, c'est juste la retrancher la limite en 0, c'est-à-dire je vais avoir donc f de 0 plus moins f de 0 plus, bien sûr, plus le second terme qui va être égal à plus p fois l'intégrale de 0 à l'infini de f de x exponentielle moins px dx. D'accord? Donc, par conséquent, en effectuant juste une intégration par partie, je déduis que la transformée de la place de f' est égale à moins f de 0 plus p fois la transformée de la place de f au point p. Dans le cas particulier où f de 0 plus est égal à 0, si la limite à droite de 0 est nulle, à ce moment-là, donc je vais avoir la transformée de la place de f' au point P, c'est P fois la transformée de la place de f au point P. On dit souvent que quand je passe à la transformation de la place, dériver f, ça consiste à multiplier par P, pardon, la transformée de la place de f au point P. D'accord? Donc, la transformée de la place de f', la dérivée de f, c'est P fois la transformée de la place de f au point P. Ce que j'ai fait ici pour f et f', je pourrais le reprendre pour f seconde et f'. Bien sûr, si je suppose que f seconde existe et qu'elle admet à son tour une transformée de la place. Donc, d'après ce qui précède, la transformée de la place de f seconde sera égale à moins f' de 0 plus p fois la transformée de la place de f' au point P. Je remplace à son tour la transformée de la place de f' par l'expression qu'on vient juste de donner, c'est-à-dire moins f de 0 plus p fois la transformée de la place de f au point P, et je développe. Donc, quand je développe, je vais avoir la transformée de la place de f seconde qui est égale à, alors là, j'ai p fois p, donc ça va donner p au carré, la transformée de la place de f au point P, moins un polynôme de degré 1 en p, qui vaut exactement moins p fois f de 0 plus, moins f' de 0 plus. Donc, c'est un polynôme de degré 1 en p, dont les coefficients s'expriment avec tout simplement f' de 0 plus et f de 0 plus. Donc, les valeurs respectives que prend f' et f à droite de 0. Et dans le cas général, si ce que j'ai fait là pour f seconde et f', je pourrais le faire pour la dérivée d'ordre 3 de f, pour la dérivée d'ordre 4 de f, pour la dérivée d'ordre n de f, dans le cas général, si elle existe et qu'elle possède une transformée de la place, alors une simple récurrence montre que la transformée de la place de la dérivée d'ordre n de f sera égale à p à la puissance n fois la transformée de la place de f au point P, d'accord, moins un polynôme de degré n-1 en P, dont les coefficients vont s'exprimer à l'aide de f de 0 plus, f' de 0 plus, jusqu'à la dérivée d'ordre n-1 de f au point 0 plus. D'accord? Donc, la transformée de la place de
la dérivée d'ordre n de f au point t, c'est p à la puissance n fois la transformée de la place de f au point t, moins, comme vous le voyez sur l'écran, p à la puissance n-1 f de 0 plus, moins p à la puissance n-2 f' de 0 plus, jusqu'à ce que j'atteigne la constante moins la dérivée d'ordre n-1 de f au point 0 plus. Donc là, vous avez la formule générale. Pour généraliser un peu tout ce qu'on vient, toutes les formules que l'on vient juste de donner. Bien sûr, dans le cas particulier où f de 0 plus et f' de 0 plus, la dérivée d'ordre n-1 de 0 plus, toutes ces dérivées-là sont nulles, à ce moment-là, tout le polynôme sera nul et donc ce que je garde, c'est que la transformée de la place de la dérivée d'ordre n de p, c'est p à la puissance n fois la transformée de la place de f au point p. Okay? C'est une propriété qui est très importante et qu'on exploite énormément pour résoudre des équations différentielles. C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de ce chapitre. OK? Donc, c'est une propriété vraiment primordiale. Bon, alors, quand on a abordé la transformée de la place de la dérivée, donc automatiquement, on pourra aborder la transformée de la place de la primitive, qui va être tout simplement une conséquence. Donc, on va montrer que la transformée de la place de la primitive de f étant un signal causal, c'est la transformée de la place de f divisée par p. Donc, quand je prends la transformée de la dérivée, je multiplie par p. Et quand je prends la transformée de la place de la primitive, je divise par p. La transformée de la place de f au point p divisée par p. Bon, alors ici, je n'ai pas pris n'importe quelle primitive. J'ai pris la primitive de f qui s'annule en 0. Donc, je considère phi, la primitive de f qui s'annule en 0. Donc, phi de x, c'est l'intégrale de 0 à x f de t dt. La dérivée de f, la dérivée de phi, pardon, est égale à f, justement, que phi a été définie de cette manière. Et phi, c'est la primitive qui s'annule en 0. Phi de 0 est égal à 0. J'ai pris l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors, je peux appliquer le résultat précédent, à savoir la transformée de la place de la dérivée pour le signal phi. Donc, pour le signal phi, j'applique le résultat précédent. Donc, je sais que la transformée de la place de phi au point p, c'est moins phi de 0 plus p fois la transformée de la place de phi au point p. D'accord? Alors, phi de 0 plus, c'est égal à 0 parce que justement, j'ai pris la primitive qui s'annule en 0. Donc, si on prend une autre primitive, une primitive qui s'annule par exemple en x0, donc si je prends l'intégrale de x0 à x de f de t dt, bien sûr, phi de 0 ne sera plus nulle, mais elle sera égale à l'intégrale de x0 à 0 de f de t dt. Ça va être une autre valeur qui n'est pas nulle. OK? Donc, dans ce cas-là, comme on a pris une primitive qui s'annule en 0, donc phi de 0, c'est 0. Donc, ce que je garde, c'est que la transformée de la place de phi' étant égale à f, donc la transformée de la place de f, c'est p fois la transformée de la place de phi. Donc, à partir de là, je déduis que la transformée de la place de phi, c'est la transformée de la place de f au point p divisé par p. C'est ce qu'on a énoncé ici. Donc, la transformée de la place de la primitive, c'est la transformée de la place de f divisé par p. Alors, remarquons que également avec la propriété concernant la transformée de la place de la dérivée, je peux déduire deux théorèmes qui sont connus.
qui sont les deux théorèmes, le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale. Alors, ces deux théorèmes-là, le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale, traduisent tout simplement la propriété concernant la transformée de la place de la dérivée et disent que la limite quand p tend vers plus l'infini de p fois la transformée de la place de f au point p, c'est toujours égal à f de 0 plus. Donc ça, c'est le théorème de la valeur initiale. Quand je dis valeur initiale, en fait, cette valeur-là, comme f est un signal causal, elle est représentée tout simplement par f de 0 plus. C'est ça la valeur initiale du signal f. Hein. C'est pour ça que je parle de théorème de la valeur initiale. Donc la limite quand p tend vers plus l'infini de p fois la transformée de la place de f au point p est toujours égale à la valeur initiale qui est f de 0 plus. Par contre, la limite de p fois la transformée de la place de f au point p quand p tend vers 0 plus, c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la valeur finale du signal f. D'accord? La limite quand p tend vers 0 plus de p fois la transformée de la place de f au point p, c'est la limite du signal f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est pour ça que je parle du théorème de la valeur finale. Donc, quand je parle de valeur finale ou de valeur initiale, c'est-à-dire je me réfère à la valeur que prend le signal f, soit à l'infini, soit en 0 plus. D'accord? Donc là, j'ai le théorème de la valeur initiale. Et là, j'ai donc, vous voyez, f de 0 plus, la valeur initiale du signal. Bon, alors rapidement, on va montrer d'où viennent ces résultats-là, sans trop s'attarder, donc globalement. Alors, j'ai dit qu'en fait, il s'agit d'exploiter toujours la propriété de la transformée de la place de la dérivée. Donc, quand je pars de cette égalité qui dit que la transformée de la place de la dérivée, c'est p fois la transformée de la place de f au point p moins f de 0 plus, il suffit juste de faire tendre p vers plus l'infini dans cette écriture. Je vais faire tendre p vers plus l'infini dans cette égalité-là, l'égalité précédente. Alors, on va admettre que je peux dire que la limite quand p tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à l'infini de f' de x exponentielle moins px de x est nulle. C'est comme si je suis en train de faire entrer la limite quand p tend vers plus l'infini à l'intérieur de l'intégrale. Je suis en train de dire que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Et quand je fais tendre p vers plus l'infini à l'intérieur de l'intégrale, je sais que exponentielle moins px quand p tend vers plus l'infini va tendre vers 0 si partie réelle de p est strictement positive, parce qu'en module, ce complexe-là va tendre vers 0. En fait, on est en train d'utiliser le théorème des convergences dominées. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir l'année dernière, je ne sais pas. Mais c'est un théorème qui est connu, qui dit qu'on peut faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Donc, la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite, bien sûr, sous certaines conditions qu'il faut normalement vérifier, mais là, on est dans les bonnes conditions. D'accord? Donc, on peut appliquer ce théorème-là et on peut se permettre de faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Donc, quand p tend vers plus l'infini, tout ce terme-là, l'intégrale de 0 à l'infini de f' de x exponentielle moins px de x va tendre vers 0, ce qui fait que la limite
quand p tend vers plus l'infini de p fois la transformée de la place de f au point t moins f de 0 plus va tendre vers 0. Donc, la limite, quand p tend vers plus l'infini de p fois la transformée de la place de f au point t est égale à f de 0 plus. Et ça, c'est exactement ce que annonce, ça, c'est exactement ce que dit le théorème de la valeur initiale. D'accord? Alors maintenant, pour retrouver le théorème de la valeur finale, on va faire tendre P vers 0 plus. Donc, tout à l'heure, on a fait tendre P vers plus l'infini, dans un premier cas. Et maintenant, on va faire tendre P vers 0 plus. On va toujours utiliser exactement le même théorème, le théorème des convergences dominées, donc qui nous permet de faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Donc, je vais écrire que la limite quand P tend vers 0 plus de l'intégrale de 0 à plus l'infini, f' de x exponentielle moins px dx, c'est l'intégrale de la limite. Donc, quand je fais tendre p vers 0 plus, ça va donner l'intégrale de 0 à l'infini de f' de x dx. D'accord? Je fais tendre p vers 0 plus. Donc là, c'est f de x que je vais prendre entre l'infini et 0. Donc, ça va faire la limite de f de x en plus l'infini moins f de 0 plus. OK? Donc, je retrouve que p fois la transformée de la place de f au point p moins f de 0 plus. Quand je fais tendre p vers 0 plus, ça donne la limite de f de x à l'infini moins f de 0 plus. Conclusion, je vais avoir la limite quand p tend vers 0 plus de p fois la transformée de la place de f au point p qui vaut la limite de f de x en plus l'infini. Et ça, c'est exactement ce qu'annonce, ce que confirme le théorème de la valeur finale. OK? Donc, valeur finale, c'est la valeur que prend le signal f à l'infini, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. OK? Bon. Alors, septième propriété, la transformée de la place de x fois f de x. Alors, je vais considérer le signal x fois f de x en premier lieu. Et ensuite, en second lieu, je vais considérer le signal x à la puissance n fois f de x. Bien sûr, f est un signal causal et je vais le multiplier par x. Et je me propose de voir quel est le lien qu'il y a entre la transformée de la place du signal f et la transformée de la place du signal x fois f de x. Alors, on va partir de la définition de la transformée de la place de f. Donc, par définition, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de f de x exponentielle moins px dx. Alors, je vais poser phi de xp, cette fonction-là qui apparaît à l'intérieur de l'intégrale. Donc, je pose phi de xp égale à f de x fois exponentielle moins px. C'est une fonction qui dépend des deux variables x et p. Donc, phi est une fonction à deux variables, x et p. Phi de xp égale f de x exponentielle moins px. C'est une fonction qui dépend des deux variables x et p. J'intègre par rapport à x, bien sûr, le résultat que je vais trouver, c'est une fonction en p. C'est exactement la définition même
de la transformée de la place de f au point P. Alors, comme il y a le théorème des convergences dominées qu'on a vu tout à l'heure, qui me permet de basculer la limite à l'intérieur d'une intégrale, il y a aussi le théorème de dérivation sous le signe intégral, c'est-à-dire c'est un théorème qui dit que la dérivée de l'intégrale est égale à l'intégrale de la dérivée. Bien sûr, je répète encore, tous ces théorèmes-là, normalement, avant de les appliquer, on doit vérifier des conditions bien déterminées. Mais là, on est dans les bonnes conditions. D'accord? Donc, si j'applique le théorème de dérivation sous le signe intégral, autrement dit, si je dérive par rapport à P l'intégrale de 0 à l'infini de phi de x p dx, donc si je dérive par rapport à P la transformée de la place de f au point P, je mets un D droit parce que c'est une fonction qui a une seule variable, c'est une fonction qui dépend de P. Ok? Donc, le théorème de dérivation sous le signe intégral dit que la dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Donc, je peux faire entrer la dérivée à l'intérieur de l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de la dérivée de phi par rapport à P. La seule différence, c'est que là, j'ai une dérivée partielle par rapport à P. Pourquoi une dérivée partielle? Parce que la fonction phi, en fait, c'est une fonction à deux variables, x et p. Donc, je vais dériver partiellement phi par rapport à la deuxième variable, p. Je regarde phi comme étant une fonction en p. Je fixe x et je regarde phi comme étant une fonction a de p et je dérive partiellement par rapport à p. D'accord? J'ai appliqué le théorème de dérivation sous le signe intégral. Alors, la dérivée partielle de phi par rapport à p, regardez, donc rappelez-vous, phi a été défini comme étant tout simplement le produit de f de x fois exponentielle moins px, tout simplement. Je dérive par rapport à p, donc f de x est une constante, elle ne dépend pas de p, donc je vais dériver tout simplement exponentielle moins px. Quand je dérive exponentiellement px, ça va donner ici comme résultat moins x, f de x exponentielle moins px. D'accord? Donc quand je dérive phi par rapport à p, ça va donner moins x, f de x exponentielle moins px. Et n'oubliez pas bien sûr que je suis en train d'intégrer pour x qui varie de 0 à l'infini. Bon, alors ce que je récupère ici, c'est exactement quoi? C'est exactement la transformée de la place de x, f de x, au point P multiplié par le signe moins 1. D'accord? Donc, je suis partie de la dérivée de la transformée de la place de f au point P. J'ai dérivé par rapport à P. Et j'ai montré que ça vaut moins la transformée de la place de x, f de x au point P. OK? Alors, ne confondez pas ce résultat avec le résultat précédent. Parce que là, je suis en train de calculer la dérivée de la transformée de la place. Et tout à l'heure, on a calculé la transformée de la place de la dérivée. C'est différent, hein? Donc, tout à l'heure, on a dit que la transformée de la place de la dérivée, c'était P fois la transformée de la place de f moins f de 0 plus. Maintenant, on vient de montrer que la dérivée de la transformée de la place de f au point P, c'est moins la transformée de la place de x, f de x, au point P. OK? Bon, alors,
Ce que j'ai fait ici, en appliquant le théorème de dérivation sous le signe intégral, je pourrais le recommencer à nouveau, n'est-ce pas? Et au lieu de calculer ici la dérivée de la transformée de Laplace de f au point P, je pourrais dériver encore une autre fois, ou calculer la dérivée seconde de la transformée de Laplace de f au point P. Donc, du coup, je vais considérer cette fonction-là, la fonction moins x f de x exponentielle moins px, qui est une fonction à deux variables, et dire que la dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée, encore une fois, exactement comme tout à l'heure. Et quand je dérive ici, je vais avoir un autre moins x qui va apparaître. Donc, je vais avoir moins x fois moins x, f de x exponentielle moins px, quand je dérive par rapport à p, n'est-ce pas? Et donc, ça va faire la transformée de Laplace de x au carré, f de x au point p. Vous voyez? Donc, la dérivée seconde de la transformée de Laplace de f au point p, en utilisant exactement le même procédé, le même théorème, ça va donner la transformée de Laplace de x au carré, f de x au point p. Et dans le cas le plus général, si je dérive une troisième fois, une quatrième fois, une énième fois, donc de la même manière, je peux montrer, dans le cas général, que la transformée de Laplace de x à la puissance n f de x au point p, c'est moins 1 à la puissance n fois la transformée de Laplace de f que je dérive n fois au point p. Donc ça, c'est la formule générale pour n entier naturel quelconque. Alors, on termine avec la huitième propriété, la dernière propriété qu'on va aborder, qui est la transformée de Laplace du produit de convolution. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la transformée de Fourier, le produit de convolution jouait un rôle important. Il en est de même aussi pour la transformée de Laplace. On a vu que la transformée de Fourier, du produit de convolution, c'était le produit algébrique des transformées de Fourier. On va voir qu'on a exactement aussi la même chose pour la transformée de Laplace. On va montrer que la transformée de Laplace du produit de convolution, c'est le produit algébrique des transformées de Laplace. Mais avant tout, il y a un résultat que l'on doit absolument vérifier. Pour pouvoir parler de la transformée de Laplace du produit de convolution, il faut avant tout vérifier que ce produit de convolution est encore une fonction causale, n'est-ce pas? Donc, je vais partir de deux fonctions causales convolables, f et g, et on va avant tout montrer que le produit de convolution f étoile g est encore une fonction causale. Pas n'importe quelle fonction causale, on va donner justement comment elle sera définie, cette fonction causale. Donc, comment va s'écrire ce produit de convolution. D'accord? Bon. Alors, par définition, donc le produit de convolution f étoile g, c'est une fonction qui est définie sur R. Elle est définie de la manière suivante. Donc, f étoile g au point x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, g de x moins t dt. C'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de f de t, g de x moins t dt. Comment je suis passé de l'intégrale sur R à l'intégrale sur R plus dans ces deux égalités? Pourquoi je suis passé de l'intégrale sur R à l'intégrale sur R plus? F est causal. Oui, parce que justement, on a
on sait que les deux fonctions f et g sont causales. Donc là, pour l'instant, on a juste exploité la causalité de f. On n'a pas encore exploité la causalité de g. Dans ce passage, j'ai juste utilisé le fait que f est causal. Bon, alors maintenant, pour exploiter le fait que g est causal également, on va distinguer deux cas. On va distinguer deux cas selon le signe de x. Donc, on va distinguer un premier cas quand x est négatif. Ensuite, on va distinguer un deuxième cas quand x est positif. Je vous rappelle qu'on est en train de calculer f étoile g au point x et que notre but, c'est de montrer que f étoile g est une fonction causale. Donc, notre but, c'est de montrer que f étoile g au point x est nul pour les x négatifs et vit uniquement pour les x qui sont positifs. Bon, alors si x est négatif, comme la variable t varie de 0 à l'infini, donc la variable t varie sur l'intégrale, elle varie de 0 à l'infini de t, il est positif. Le x, il est négatif. Donc, bien sûr, le t est supérieur à x. N'est-ce pas? Le t, il est positif. Le x, il est négatif. Donc, le t est supérieur à x. Donc, x moins t est négatif. Comme x moins t est négatif, et comme g est causal, donc g de x moins t sera nul. OK? Donc, pour tous les x négatifs, g de x moins t, qui apparaît ici dans cette intégrale, sera nul. Et par conséquent, toute l'intégrale sera nulle. Par conséquent, f étoile g au point x sera nul. OK? Donc, pour les x négatifs, f étoile g au point x est nul. D'accord? Maintenant, dans un deuxième cas, si x est positif. Si x est positif, comme ici, je suis en train d'intégrer pour t qui varie de 0 à l'infini. Donc, à un certain moment dans cette intégrale, je vais avoir un t qui varie de 0 à x, et à un certain moment, le t sera à droite de x. Donc, j'ai intercalé le x à l'intérieur de l'intégrale, et j'ai écrit tout simplement que l'intégrale de 0 à l'infini, c'est l'intégrale de 0 à x plus l'intégrale de x à l'infini, puisque le x est positif. D'accord? Exactement pour la même raison que tout à l'heure. Quand t est supérieur à x, c'est-à-dire quand je suis sur la deuxième intégrale, le x moins t est négatif, donc g de x moins t est égal à 0, et donc toute la deuxième intégrale, elle est nulle. D'accord? La deuxième intégrale qui apparaît dans la somme, donc l'intégrale de x à plus l'infini de f de t, g de x moins t dt sera nulle. Et donc finalement, f étoile g au point x se résume tout simplement à l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt. OK? Bon, alors pour résumer ces deux cas que l'on vient de distinguer, on vient juste de montrer que f étoile g au point x est nul pour les x qui sont négatifs et f étoile g au point x vaut l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt si x est supérieur ou égal à 0. Alors, une façon abrégée d'écrire ces deux cas-là, au lieu d'écrire 0 si x est négatif et l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt,
ça va être tout simplement d'écrire que f étoile g au point x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt fois u de x. D'accord? Donc, c'est nul pour les x qui sont négatifs. Et ça vaut l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt si x est positif. Alors, on vient donc de montrer que le produit de convolution de deux fonctions causales est encore une fonction causale. Et dorénavant, donc, quand vous avez deux fonctions causales, vous pouvez écrire directement que le produit de convolution est donné par l'intégrale de 0 à x et non pas l'intégrale sur R, comme dans le cas général. Donc, f étoile g au point x pour deux fonctions causales f et g, vous pouvez écrire directement, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt fois u de x. OK? Et ça, c'est primordial. Donc maintenant, puisque le produit de convolution de deux fonctions causales est encore une fonction causale, donc je peux examiner de plus près la transformée de la place de cette fonction causale f étoile g. D'accord? Bon, alors, on va montrer tout de suite que la transformée de la place de f étoile g, c'est la transformée de la place de f fois la transformée de la place de g. On va faire exactement de la même manière qu'on avait faite pour la transformée de Fourier. Est-ce que vous vous rappelez, pour la transformée de Fourier, on a utilisé un certain théorème qui s'appelait comment? Est-ce que vous vous rappelez? Pour montrer que la transformée de Fourier de f étoile g, c'est transformée de Fourier de f fois transformée de Fourier de g. On avait utilisé un certain théorème qui s'appelait le théorème de... Vous vous rappelez? C'était un théorème où on avait une intégrale sur R2, sur R, croix R. C'est un théorème qui, en gros, permettait de faire quoi? Vous vous rappelez pas? Personne ne se rappelle? Intégrale double, madame. Oui, on avait une intégrale double et qu'on avait permuté les intégrales. Donc, on avait une intégrale par rapport à S et une intégrale par rapport à X. On a dit qu'on avait utilisé un théorème de permutation qui permettait une permutation des deux intégrales. Donc, au lieu d'intégrer d'abord par rapport à X, ensuite par rapport à S, on pouvait, en utilisant le théorème de Fubini, ça s'appelait le théorème de Fubini, permuter les intégrales et intégrer d'abord par rapport à S et ensuite par rapport à X. D'accord? On va utiliser exactement le même théorème ici. Même pour la transformée de la place, on va utiliser le théorème de Fubini. Donc, en effet, regardez comment on va faire. Donc, j'applique la définition. Donc, j'applique la définition de la transformée de la place de f étoile g. Donc, je sais que ça va donner l'intégrale de 0 à l'infini de f étoile g de x exponentielle moins px dx. Donc, x varie ici sur 0 plus l'infini. X est positif. Comme x est positif, je peux remplacer f étoile g de x par l'intégrale de 0 à x de f de t g de x moins t dt, comme on vient juste de le voir. D'accord? On vient juste de vérifier ceci. Donc, f étoile g au point x, ce n'est plus l'intégrale sur R, mais c'est l'intégrale sur 0x. X ici est positif. Hein? L'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt exponentielle moins px dx. Et donc, du coup, ici, je me retrouve avec une double intégrale. Une intégrale par rapport à x et une intégrale par rapport à t.
exactement comme dans le cas de la transformée de Fourier. Donc, j'ai une double intégrale. Je vais appliquer le fameux théorème de Fubini qui me permet de permuter les deux intégrales. D'accord? Les hypothèses du théorème de Fubini sont bien vérifiées dans ce cas-là et je me permets de l'appliquer, ce théorème. Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au lieu d'intégrer d'abord par rapport à t, ensuite par rapport à x, j'ai le droit d'intégrer d'abord par rapport à x, ensuite par rapport à t. Alors, qu'est-ce qui dépend de x? Dans cette double intégrale, qu'est-ce qui dépend de x? G ou l'exponentielle. Oui. Donc, j'ai la fonction g de x moins t. Et j'ai la fonction exponentielle moins px. D'accord? Donc, tout ça, c'est les fonctions qui dépendent de x. Et la fonction qui dépend de t, ça va être la fonction f de t. Donc, je vais d'abord intégrer par rapport à x. Ensuite, je vais intégrer par rapport à t. Je vais appliquer le théorème de Fubini. Bon, il y a juste une toute petite difficulté qui apparaît. Donc, contrairement au cas de la transformée de Fourier, où x était varié dans R chacune. Donc, pour la transformée de Fourier, si vous vous rappelez, x et s variaient toutes les deux dans R. X variait de moins l'infini à plus l'infini, s variait aussi de moins l'infini à plus l'infini. Donc, en fait, j'étais en train de parcourir ou de représenter R croix R au carré, donc tout le plan complexe, et chacune des deux variables variait de son côté de moins l'infini à plus l'infini sur R entièrement. Il n'y avait aucune contrainte qui les reliait. Contrairement à ce cas-là, dans ce cas-là de la transformée de Laplace, j'ai une contrainte qui relie t et x. Quelle est la contrainte qui relie t et x ici? Quelle est la condition qui relie t et x, les deux variables t et x? La condition, je la vois tout de suite ici, parce que vous voyez bien que t varie de 0 à x, n'est-ce pas? Donc, x varie de 0 à l'infini, mais le t varie de 0 à x. Donc, le t doit être toujours inférieur à x. Le t, il est inférieur à x et il est positif. Le x est compris entre 0 plus l'infini. Bon, donc quand je vais permuter les deux intégrales, je dois toujours tenir compte de cette contrainte, de cette condition. Je n'ai pas, comme dans le cas de la transformée de Fourier, deux variables qui varient chacune de son côté, sans avoir une contrainte à vérifier pour toutes les deux. Donc, comme le t doit être toujours inférieur à x, donc si je vais intégrer d'abord par rapport à x, je dois tenir compte de cette contrainte-là. Donc, le x, je sais qu'il doit être nécessairement supérieur à t. C'est ce qui est ici indiqué dans cette intégrale. D'accord? Donc, voilà la difficulté qu'il y a quand j'applique le théorème de Fubini, la difficulté que je n'ai pas du tout retrouvée quand j'ai appliqué le théorème de Fubini pour la transformée de Fourier. Donc, pour la transformée de Fourier, j'avais deux variables qui chacune variait de moins l'infini à plus l'infini. Par contre, ici, j'ai deux variables de manière à ce qu'il y ait une contrainte qui les relie. Et cette contrainte-là, c'est que je dois bien sûr tenir compte de cette contrainte, même si je fais une permutation des deux intégrales. Cette contrainte, c'est que le t doit être toujours inférieur à x. Autrement dit, le x doit être toujours supérieur à t. Donc, quand je vais d'abord intégrer par rapport à x, je vais mettre donc x varie de t à plus l'infini.
Et t, bien sûr, va varier de 0 à plus l'infini. D'accord? Alors, je fais le changement de variable u égale x moins t. Donc, quand je pose u égale x moins t, quand x vaut t, u vaut 0, et quand x tend vers plus l'infini, u va tendre vers plus l'infini. Donc, j'ai posé u égale x moins t. J'ai fait le changement de variable u égale x moins t. Donc là, je vais avoir g de u varie de 0 à l'infini, fois exponentielle moins p et x qui vaut u plus t. Et je vais remplacer, bien sûr, donc dx par du. On a fait le changement de variable u égale x moins t, je répète. Ce qui ne dépend pas de u ici, c'est exponentielle moins p fois t. Je pourrais mettre ça à l'extérieur de l'intégrale. D'accord? Donc, je vais garder l'intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins pu du. Je vais mettre exponentielle moins p fois t à l'extérieur de l'intégrale. Alors, l'intégrale ici que j'ai sélectionnée, ça correspond à quoi? L'intégrale que j'ai sélectionnée sur l'écran, ça correspond à quoi? Transformer de la place de G. Oui, c'est la transformée de la place de G au point P. D'accord? Et l'intégrale qui reste, c'est exactement la transformée de la place de F au point P. Alors, je suis partie de la transformée de la place de F étoile G au point T et j'ai montré que ça vaut la transformée de la place de F au point T fois la transformée de la place de G au point P. Okay. Donc, j'ai en fait exactement un résultat similaire, c'est exactement la même chose que pour la transformée de Fourier, donc la transformée de la place du produit de convolution, c'est le produit algébrique de la transformée de Laplace. Le produit de convolution change en un produit algébrique. Et ce qu'il faut impérativement aussi retenir, c'est que le produit de convolution de deux fonctions causales est encore causal et il est donné par la formule suivante. Donc, f étoile g au point x, ce n'est plus l'intégrale sur R, mais c'est l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt fois u de x. D'accord? Bon, alors, comme application de ce résultat-là, vous pouvez faire l'exercice 6 de la série 4. Donc, pour appliquer ce résultat qu'on vient de voir concernant la transformée de la place du produit de convolution, vous pouvez faire l'exercice 6 de la série 4. Alors, on passe à la transformation de la place inverse. Donc, comme pour la transformation de Fourier, il y a la transformation de Fourier inverse, il y a aussi la transformation de la place inverse. Alors, contrairement à la transformation de Fourier inverse, on ne va pas donner une formule intégrale parce que la formule intégrale nécessite des connaissances très détaillées de l'intégration complexe, chose que vous n'avez pas vue, vous ne maîtrisez pas du tout. Donc, on va définir tout simplement la transformée de la place inverse de la manière suivante. Donc, si je pose grand F égale la transformée de la place de petit f, alors je dis que grand F, c'est la transformée de la place de petit f, ou alors je dis tout simplement que petit f est appelé la transformée de la place inverse de grand F. On dit aussi que c'est l'original de grand F. Donc, l'original d'une fonction grand F, c'est tout simplement le signal causal
petit f, tel que grand F, c'est la transformée de la place de petit f. D'accord? Donc, l'original, c'est petit f, c'est une fonction que j'exprime toujours en x ou en t. Et grand F, la transformée de la place, je l'exprime toujours avec la variable P. Donc, petit f est noté, est égal à L-1 de grand F. L-1, tout simplement, la transformation de la place inverse. D'accord? L-1, c'est l'opérateur qui a grand F associe son original. Qui a grand F associe le signal causal, petit f, est appelé la transformation de la place inverse. Alors, les propriétés de la transformée de la place inverse, on va les déduire tout simplement à partir des propriétés de la transformée de la place directe qu'on vient juste de voir. Alors, les propriétés de la transformée de la place directe, je les ai résumées à la fin sur ce tableau-là. Donc, sur ce tableau, vous allez avoir tout d'abord tous les exemples de transformée de la place qui ont été calculés avec détail. Donc, ce sont tous les exemples qu'on avait déjà vus, à savoir la transformée de la place de U, de X, U de X à la puissance N, U de X à la puissance alpha, U de X, de exponentielle moins AX, U de X, de sinus causal, cosinus causal, SH causal, CH causal. Donc, ce tableau-là, maintenant, on va le lire dans l'autre sens. Donc, par exemple, si je vous dis quelle est la transformée de la place inverse de 1 sur P, vous allez me dire que ça vaut. Quelle est la transformée de la place inverse de 1 sur P? U de X. Oui, ça vaut la fonction de Heaviside U de X. OK? Si je vous dis quelle est la transformée de la place inverse de, par exemple, 3 sur P au carré plus 9, quelle est la transformée de la place inverse de la fonction 3 sur P au carré plus 9? Vous allez me dire que c'est la fonction sinus 3x U de X. Sinus 3x causal. D'accord? En quelque sorte, je suis en train de lire ce même tableau, mais non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Donc, étant donné une fonction grand F, je suis en train de déterminer son original petit f. Okay. Alors, sur ce tableau, donc, dans la première partie, vous avez les exemples que vous devez retenir, vous pouvez utiliser directement. Et sur la deuxième partie, vous avez toutes les propriétés que l'on vient juste de donner. Donc, les propriétés que l'on vient juste de donner, à savoir la transformée de f de ax. Il y a bien sûr aussi la linéarité. Donc, il y a la transformée de f de ax, la transformée de f de x moins a, u de x moins a, théorème du retard. D'accord? La transformée de exponentielle moins ax, f de x, qui vaut la transformée de la place de f au point p plus a. La transformée de la place de la dérivée au point P, la transformée de la place de la dérivée seconde, la transformée de la place de moins x, f de x, la transformée de la place de la primitive et la transformée de la place du produit de convolution. D'accord? Bon, alors, toutes ces propriétés-là, on va les lire aussi
de droite à gauche. Donc, on les a traités tout à l'heure de gauche à droite. Donc, pour chaque propriété, on va faire la lecture inverse, de droite à gauche, pour donner les propriétés de la transformée de la place inverse. D'accord? Bon, vous pouvez rajouter sur le tableau, peut-être ce que j'ai oublié de mettre aussi, c'est la transformée de la place de la fonction causale périodique. Donc là aussi, c'est une formule que vous pouvez utiliser directement. La transformée de la place de la fonction causale périodique, vous pouvez aussi la rajouter sur le tableau. Alors, on va lire ce tableau-là, donc de droite à gauche. Ça va nous permettre de déduire les propriétés de la transformation de la place inverse. Donc, je lis ce qui est écrit. Alors, en effectuant une lecture inversée des propriétés de la transformation de la place qui ont été énumérées précédemment, on va déduire les propriétés suivantes. Alors, première propriété qui était la linéarité. Donc, j'ai aussi la linéarité de L-1, la transformation de la place inverse. Donc, la transformée de la place inverse de lambda f plus bêta g sera égale à lambda fois la transformée de la place inverse de grand F plus bêta fois la transformée de la place inverse de grand G, c'est-à-dire lambda f plus bêta g. Donc, j'ai appelé petit f l'original de grand F et j'ai appelé petit g l'original de grand G. D'accord? Donc, un opérateur linéaire, sa transformation inverse, son inverse sera également linéaire. Alors, en exemple, donc par exemple, si je vous demande de calculer l'original de 1 sur p au cube moins 4 sur p plus 1, vous allez dire, donc si je vous demande de calculer l'original de la fonction 1 sur p au cube moins 4 sur p plus 1, donc en utilisant la linéarité, ça va faire la transformée de la place inverse de 1 sur p au cube, qui est égal à quoi? Que vaut la transformée de la place inverse de 1 sur p au cube? On va utiliser quelle propriété ici? Quel exemple de calcul? On va utiliser la transformée de la place de x à la puissance n u de x. Et plus particulièrement ici, la transformée de la place de x au carré u de x. Donc, la transformée de la place de x au carré u de x, je sais que c'est 2 sur p au cube. C'est pour cette raison que là, je vais mettre 1/2 fois la transformée de la place inverse de 2 sur p au cube au point x. D'accord? Et ça, c'est exactement donc 1/2 fois x au carré u de x. OK? Moins 4 fois, en utilisant la linéarité, donc ça va donner moins 4 fois la transformée de la place inverse de 1 sur p plus 1 point x et l'original de 1 sur p plus 1
c'est exponentielle moins x u de x. Donc, l'original de 1 sur p plus a, c'est exponentielle moins ax u de x dans le cas général. L'original de 1 sur p plus a, c'est 1 exponentielle moins ax u de x. Donc, l'original de 1 sur p plus 1, ça va être exponentielle moins x u de x. Donc, pour finir, la transformée de la place inverse de 1 sur p au cube moins 4 sur p plus 1 x serait égale à 1 demi x carré u de x moins 4 exponentielle moins x u de x. J'ai utilisé la linéarité. Je mets u de x en facteur et ça va donner le résultat suivant. Bon, ce que j'ai fait ici pour 1 sur p au cube moins 4 sur p plus 1, donc là, si je réduis au même dénominateur, vous voyez bien que ce que j'obtiens ici, c'est une fraction rationnelle, mais qui a été décomposée, dont la décomposition en éléments simples a été donnée toute prête. Mais dans le cas général, d'une manière générale, donc, quand j'ai une fraction rationnelle, grand F de P, qui se présente avec un numérateur et un dénominateur. Donc, si j'ai grand F de P qui vaut N de P sur Q de P, alors ce que je dois faire, c'est utiliser sa décomposition en éléments simples. Donc, d'une manière générale, quand j'ai grand F de P qui vaut N sur P divisé par Q de P et que je veux calculer sa transformée de la place inverse, j'utilise sa décomposition en éléments simples. Donc, par exemple, si je prends grand F de P qui vaut P plus 1 sur P au carré fois P au carré plus 4, et je veux calculer l'original de cette fraction-là, alors à ce moment-là, je commence par une décomposition en éléments simples. Alors, les pôles de cette fraction-là sont 0, p égale 0, c'est la racine du dénominateur ici, c'est un pôle d'ordre 2. Donc, je sais que grand F de P se décompose de la manière suivante. Je sais que grand F de P pourra s'écrire comme étant A sur P au carré plus B sur P plus un polynôme de degré 1, CP plus D, divisé par P au carré plus 4. Donc, au dénominateur, ici, j'ai un polynôme de degré 2. Donc, au numérateur, j'ai un polynôme de degré 1. Donc, je vous conseille de reprendre quelques exemples que vous avez vus certainement l'année dernière de la décomposition en éléments simples, juste pour vous rafraîchir la mémoire et juste pour vous rappeler comment on effectue des décompositions en éléments simples. Hein. Alors, pour calculer A, B, C et D, tous ces coefficients, il y a plusieurs manières de le faire. Bien sûr, la manière la plus longue, ça serait de réduire au même dénominateur et d'obtenir un système, donc par identification avec le numérateur qui vaut P plus 1, vous allez avoir un système à 4 équations et 4 inconnus qui sont A, B, C et D. Ça va être quand même une méthode assez longue. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est calculer des valeurs particulières ou multiplier par P ou par P au carré et prendre des limites pour alléger un peu le nombre d'inconnus et pour retrouver le maximum de coefficients avant de passer à la méthode générale. D'accord? Donc, par exemple ici, donc, les calculs vont nous donner A égale B égale 1 quart et C égale D égale moins 1 quart. Je répète encore, donc je vous conseille de revoir votre cours de l'année dernière concernant la décomposition en éléments simples. Il suffit juste de faire 2 ou 3 exemples et vous allez vous rappeler comment on fait des décompositions en éléments simples.
Okay. Bon, alors cette décomposition en éléments simples a été faite justement dans le but de passer après au calcul des originaux. Parce que je connais la transformée de la place inverse de 1 sur p carré, n'est-ce pas? C'est la fonction x u de x. Je connais la transformée de la place inverse de 1 sur p, c'est la fonction tout simplement de Heaviside u. Je connais la transformée de la place inverse de p sur p carré plus 4. Ok, c'est la fonction cosinus 2x causale. Et je connais la transformée de la place inverse de 1 sur p carré plus 4. Ça va être donc 2 sur 2 fois sinus 2x. Donc, si je dois multiplier, bien sûr, ici par 2 en haut et en bas, donc ça va donner 1/2 sinus de 2x causal. Le 1/2 avec le 1/4 qui existe déjà, ça va donner 1/8. Et donc, finalement, je vais retrouver l'original de la transformée de la place, l'original de grand F. Donc, la transformée de la place inverse de grand F qui vaut, quand je mets u de x en facteur dans tous les termes précédents, ça va donner 1/4 u de x plus 1/4 de x plus 1/4 moins 1/4 cosinus de x moins 1/8 sinus de x. Vous avez tous les calculs ici qui ont été détaillés. Donc, le seul calcul qui n'a pas été détaillé, c'est celui de la manière avec laquelle vous allez trouver les coefficients A, B, C et D dans la décomposition en éléments simples. Okay. Bon. Alors, on continue avec la lecture inversée du tableau des propriétés. Donc, je vais tout simplement lire le tableau de droite à gauche, le tableau qui résume les propriétés de la transformée de la place directe. D'accord? Donc, de droite à gauche, vous allez avoir la transformée de la place de grand F de AP, qui vaut 1 sur A, F de X sur A. Vous allez avoir aussi la lecture inversée du théorème du retard. Le théorème du retard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la transformée de la place de F de X, c'est moins A, et de X, c'est moins A, c'est exponentielle moins AP, grand F de T. Donc, inversement, la transformée de la place inverse de exponentielle moins AP F de T au point X, c'est F de X moins A, U de X moins A. C'est ce que vous avez ici. Donc là, c'est la lecture inversée du théorème du retard. Et vous avez aussi la lecture inversée de la propriété transformée de la place de exponentielle moins AX F de X qui vaut transformer de la place de F au point P plus A. Donc, la lecture inversée va donner le fait que l'original de grand F au point P plus A, c'est exponentielle moins AX F de X. D'accord? Alors, on va donner des exemples, des calculs de cette dernière propriété. Donc, par exemple, si on vous dit quel est l'original de P plus A sur P plus A au carré plus oméga au carré, ça va être, bien sûr, le signal causal exponentiel moins AX cosinus oméga X. Parce que la transformée de la place de exponentielle moins AX cosinus oméga X, je sais que c'est la transformée de la place de la fonction cosinus au point P plus A. Donc, ça va faire P plus A sur P plus A au carré plus oméga au carré. D'accord? Donc là, je suis, comme je l'ai dit, je le répète encore, je suis tout simplement en train d'écrire toutes les propriétés précédentes dans l'autre sens. La même chose,
la transformée de la place inverse de oméga sur P plus A au carré plus oméga au carré, ça va être le signal causal exponentiel moins AX sinus oméga X U de X. OK? Bon, alors on va utiliser les résultats précédents pour calculer, par exemple, l'original de cette fraction-là. Cette fraction, la fraction P sur P au carré plus P plus 1. Alors, la fraction P sur P au carré plus P plus 1, elle va s'écrire de la manière suivante. Le dénominateur P carré plus P plus 1, et je l'écris comme un début d'un carré, donc je vais avoir P plus 1 demi le tout au carré plus 3 quarts, n'est-ce pas? Donc ça va faire P carré plus 1 quart plus 3 quarts, ça va donner le 1. Le double produit me donne le P. Okay. Donc le dénominateur s'écrit P plus 1 demi le tout au carré plus 3 quarts. Ça me rappelle P plus A le tout au carré plus oméga au carré. Donc si je vais utiliser les résultats précédents, je vais avoir besoin au numérateur soit de P plus A, soit de oméga. D'accord? Puisque au dénominateur ici, j'ai le P plus A au carré plus oméga au carré. Donc, ce qui me manque, c'est au numérateur d'avoir soit un P plus A, pour que ça soit un exponentiel moins X cosinus oméga X, pour que l'original soit exponentiel moins X cosinus oméga X, ou alors que ça soit comme dénominateur oméga pour que l'original soit égal à exponentiel moins AX sinus oméga X. Donc, le P qui est au numérateur ici, je vais l'écrire comme étant P plus A moins A, c'est-à-dire P plus 1 demi moins 1 demi. Et je vais retrancher et rajouter 1 demi. Ensuite, donc, dans le premier terme, je vais mettre P plus 1 demi divisé par tout ce dénominateur. Et là, l'original, je le connais parce que j'ai une décomposition du type P plus A divisé par P plus A au carré plus oméga au carré. Donc, l'original, c'est exponentiel moins AX cosinus oméga X de X, c'est-à-dire le A vaut 1 demi, le oméga vaut racine de 3 sur 2, donc ça va faire exponentiel moins 1 demi X cosinus racine de 3 sur 2 X de X. Ensuite, l'autre terme, donc moins 1 demi divisé par, donc j'ai le moins 1 demi divisé par tout le dénominateur. Je vais avoir besoin en haut d'un oméga, donc de racine de 3 sur 2. Donc je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3 sur 2. Donc en simplifiant avec le 1 demi qui existe déjà, ça va faire moins 1 sur racine de 3 fois toute cette fraction. D'accord? Donc, l'original de toute cette fraction-là que je viens de sélectionner, ça va donner exponentielle moins AX sinus oméga X, donc exponentielle moins 1 demi X sinus racine de 3 sur 2 X. Et j'oublie pas, bien sûr, la constante ici, qui est à l'extérieur, par linéarité, la constante qui vaut 1 sur racine de 3. Ok, donc au bout, je vais retrouver l'original de grand F qui est égal à cosinus racine de 3 sur 2 x moins 1 sur racine de 3 sinus racine de 3 sur 2 x exponentielle moins x sur 2 u de x. On a juste mis en facteur dans les deux termes précédents exponentielle moins x sur 2 u de x.
Alors, toujours en effectuant une lecture inversée des propriétés précédentes, puisqu'on a vu que la transformée de Laplace directe de moins x f de x, c'est la dérivée de la transformée de Laplace de f. Donc, vous avez aussi, en lecture inversée, la transformée de Laplace inverse de grand F', qui est égale à moins x f de x. Et vous avez ici un exemple de calcul. Bon. Alors maintenant, la dernière lecture inversée de ce tableau-là, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que la transformée de Laplace de f étoile g, donc la transformée de Laplace de f étoile g, c'était la transformée de Laplace de f fois la transformée de Laplace de g. Donc, ça veut dire grand F fois grand G. Donc, par lecture inversée, vous allez avoir la transformée de Laplace inverse de grand F fois grand G. Ça va être le produit de convolution F étoile G au point X. D'accord? Donc, l'original de grand F de P fois grand G de P au point X, ça va être le produit de convolution de l'original de F, grand F, avec l'original de grand G. Donc, le produit de convolution de petit f avec petit g. N'oubliez pas que ce produit de convolution est lui-même une fonction causale et que ce produit de convolution s'écrit comme étant l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt, fois u de x bien sûr. Alors comme exemple de cette dernière propriété de la transformée de Laplace inverse, on va étudier par exemple le calcul de l'original de cette fraction-là. On va le faire de deux manières différentes. Alors j'ai une fraction rationnelle. D'après tout ce qu'on a vu auparavant, j'ai deux manières de le faire. Comment je pourrais calculer l'original de cette fraction. Soit, comme on l'a proposé tout à l'heure, je fais une décomposition en éléments simples. Alors, si je fais une décomposition en éléments simples, je vais prendre h de p. Je repère tout de suite que j'ai deux pôles de cette fraction. Il y a deux racines qui annulent le dénominateur. Il y a une première racine, un premier pôle, p égale à 0, qui est un pôle d'ordre 2. Et j'ai un deuxième pôle qui est p égale moins 1, qui est un pôle d'ordre 1. Donc, je sais que grand H de p va s'écrire une constante sur p au carré, constante A sur p au carré, plus une constante B sur p, plus une constante C sur p plus 1. Je me débrouille bien sûr pour calculer A, B et C. On va trouver A égale 1, B égale moins 1 et C est égal à 1. Une fois qu'on a effectué la décomposition, je passe à la détermination des originaux en utilisant la linéarité. Donc, grand H de P vaut 1 sur P carré. Ce 1 sur P carré, c'est la transformée de Laplace de x de x. Le 1 sur P, qui est là, c'est la transformée de Laplace de u de x. Et le 1 sur P plus 1, qui est là, c'est la transformée de Laplace de exponentielle moins x u de x. OK? Donc, en appliquant la transformation de Laplace inverse, je vais avoir l'original de grand H, quand je mets u de x en facteur,
qui vaut x moins 1 plus exponentielle moins x fois e de x. Donc, ça va être le signal causal x moins 1 plus exponentielle moins x e de x. Voilà l'original de h de t qui vaut 1 sur p au carré fois p plus 1. Donc, pour calculer l'original de cette fraction-là, on a opté ici pour une première méthode où on a fait une décomposition en éléments simples de cette fraction. Alors, il y a une autre manière aussi de calculer la transformée de la place inverse, l'original de grand H. En effet, on peut aussi utiliser le produit de convolution. H de P qui vaut 1 sur P carré fois P plus 1, je pourrais voir ça aussi comme étant le produit de grand F fois grand G. Où grand F, c'est 1 sur P carré et grand G, c'est 1 sur P plus 1. H de P, je pourrais voir ça, je répète, comme étant 1 sur P au carré fois 1 sur P plus 1. D'accord? L'original de 1 sur P carré, donc si grand F de P vaut 1 sur P carré, son original, ça va être x e de x. La transformée de la place inverse de 1 sur P carré, c'est x e de x. Et l'original de 1 sur P plus 1, donc la transformée de la place inverse de 1 sur P plus 1, c'est la fonction exponentielle moins x e de x. Donc, la transformée de la place inverse de h, c'est la transformée de la place inverse de grand F fois grand G, puisque j'ai vu grand H comme étant le produit de grand F et de grand G. Et d'après ce qui précède, je sais que ça va être le produit de convolution de petit f avec petit g. Petit f étant l'original de grand F et petit g étant l'original de grand G. Le produit de convolution de deux fonctions causales, je sais que c'est encore une fonction causale. Et c'est exactement la fonction qui va s'écrire l'intégrale de 0 à x, ce qui est mis ici, de f de t, g de x moins t, dt fois e de x. Donc, je répète, f étoile g au point x, comme f et g sont causales, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t, dt fois e de x. F de t, petit f de t, c'est la fonction t, et g de x moins t, et c'est exponentielle moins x moins t dt. Alors, il suffit juste de calculer cette intégrale comme ça a été fait juste en dessous, et on va retrouver exactement le fait que l'original de grand H, c'est x moins 1 plus exponentielle moins x fois e de x. D'accord? Donc, c'est exactement le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure avec une décomposition en éléments simples, avec la méthode qui utilise la décomposition en éléments simples. Donc, des fois, en fait, il y a plusieurs manières de calculer l'original d'une fonction et à vous d'utiliser la manière avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. OK? Alors, tous les exercices de la série 4, les exercices 4 et 5, vous devez les faire pour vous habituer à calculer des transformées de la place inverse. Plutôt, donc vous avez compris, à lire le tableau qui a été donné à la fin de ce chapitre de droite à gauche. Donc à lire et à appliquer convenablement ce tableau-là dans les deux sens. D'accord? Alors pour terminer avec ce chapitre, donc juste la dernière application. Je tiens à terminer ce chapitre pour que vous soyez à l'aise pour
avoir le temps aussi, pendant les vacances, de traiter tous les exercices de la série 4 et de faire le maximum d'exercices possibles aussi. Alors, l'application essentielle pour la transformée de Laplace, ça va être la résolution des équations différentielles. Alors, je vais le faire sur un exercice bien déterminé. Après, juste en effectuant la lecture dans le cas général, vous allez comprendre ce cas général. D'accord? Alors, comment on applique la transformée de Laplace? Alors, il s'agit d'une méthode qui marche à tous les coups et qui est très intéressante parce que c'est une méthode qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps par rapport à toutes les méthodes que vous avez vues l'année dernière. Donc, par exemple, quand vous avez une équation différentielle de ce type, une équation différentielle du second ordre, linéaire, à coefficient constant du second ordre, de ce genre-là. Donc, l'année dernière, vous faisiez comment? Vous considérez l'équation caractéristique, n'est-ce pas, associée à une telle équation différentielle qui s'écrit r au carré plus 2r plus 1 égale 0. Alors, pour cette équation caractéristique, c'est une équation caractéristique, une équation du second, d'ordre 2, pardon, et vous calculez delta. À partir de delta, du signe de delta, vous avez le nombre de solutions qui est différent, R1, R2, et vous avez donc tous les cas possibles pour calculer la solution de l'équation homogène. Une fois que vous avez la solution de l'équation homogène YH, vous deviez trouver une équation particulière YP, vous vous rappelez? Et la solution particulière YP, vous la cherchiez comment? Ça dépendait de quoi? Comment vous cherchiez à chaque fois la solution particulière d'une équation différentielle? Donc, la solution particulière dépendait du second membre de l'équation différentielle. Donc, selon l'aspect du second membre de l'équation différentielle, on avait une équation particulière bien définie à chercher. Et l'équation de la solution générale, on l'a trouvée en additionnant l'équation particulière et l'équation de la solution homogène. Donc, c'était quand même un travail assez long. Alors, par contre, en utilisant la transformée de Laplace, il va y avoir beaucoup moins de travail et ça va être surtout une méthode générale qui peut s'appliquer même pour des équations différentielles d'ordre beaucoup plus grand que 2, même d'ordre 3 ou d'ordre 4, ou d'ordre n dans le cas général. Bon, alors comment je fais? J'applique la transformation de Laplace à cette équation-là. Donc, je vais poser grand Y égale la transformée de Laplace de petit y. Donc, j'applique la linéarité. Je vais avoir la transformée de Laplace de y seconde. J'applique la définition. Donc, p au carré grand Y de p moins py de 0 moins y' de 0. Ça, ce sont les conditions initiales qui ont été données avec l'équation différentielle. Plus 2 fois la transformée de Laplace de y'. La transformée de Laplace de y', c'est p fois grand Y de p moins y de 0. Donc, j'insiste encore, j'ai appelé grand Y égale la transformée de Laplace de petit y. Plus la transformée de Laplace de petit y, ça veut dire grand Y,
qui est égal à la transformée de Laplace de la fonction ici qui se trouve au second membre, exponentielle moins x u de x. OK? On fait une résolution dans R+, donc on cherche les fonctions y causales qui vérifient l'équation différentielle. Alors, je remplace y de 0 par 1 et y' de 0 par 0. Donc, y' de 0 est égal à 0. Ce terme-là, il sera nul. Je remplace y de 0 par 1 ici. Le y de 0, il apparaît là et il apparaît là. Donc, finalement, je vais avoir, quand je mets grand Y de P en facteur, je vais avoir P au carré plus 2P plus 1 fois Y de P, moins un polynôme de degré 1 ici, donc moins P moins 2, qui est égal à la transformée de Laplace de exponentielle moins x u de x, exponentielle moins x u de x, c'est 1 sur P plus A, donc A ici vaut 1, donc ça va donner 1 sur P plus 1. Donc P plus 1 au carré Y de P est égal à tout ce terme-là. Je peux à partir de là déduire l'expression de grand Y de P. Donc, il suffit juste de diviser ici par P plus 1 au carré. Donc, grand Y de P sera égal à 1 sur P plus 1 au cube plus P plus 2 sur P plus 1 au carré. D'accord? Je décompose dans le second terme, juste le P plus 2, je pourrais l'écrire P plus 1, juste pour avoir la décomposition de grand Y de P. Donc, je suis passée d'une équation différentielle du second degré où j'avais comme inconnu y, y' et y seconde à une équation où j'ai une seule inconnue qui est grand Y de P, la transformée de Laplace de petit y. D'accord? Donc, pour finir, la dernière étape va consister tout simplement à passer à la transformation de Laplace inverse, c'est-à-dire au calcul de l'original de grand Y. C'est ça mon but, c'est de déterminer petit y, qui est l'original de grand Y. Donc, 1 sur P plus 1 au cube, c'est la transformée de Laplace, donc ce premier terme-là, 1 sur P plus 1 au cube. Ça, c'est la transformée de Laplace de 1 demi x au carré u de x au point P plus 1. Donc, c'est la transformée de Laplace de 1 demi x au carré exponentielle moins x u de x au point P. D'accord? 1 sur P plus 1 au carré, c'est la transformée de Laplace de x exponentielle moins x u de x au point P. Et 1 sur P plus 1, c'est la transformée de Laplace de exponentielle moins x u de x au point P. Donc maintenant, en passant à l'original de grand Y, donc en appliquant la transformation de Laplace inverse, je vais avoir y de x qui vaut 1 demi x carré plus x plus 1 exponentielle moins x u de x. Et voilà, on a résolu notre équation différentielle juste en utilisant la transformation de Laplace. Alors, il faut d'abord vérifier qu'on a bien les conditions initiales. C'est un moyen de vérifier qu'on n'a pas fait de faute de calcul entre-temps. Donc, les conditions initiales données, y de 0 égale 1. Si vous remplacez 0, x par 0, vous allez bien trouver 1. Et si vous dérivez, ensuite vous remplacez x par 0, vous allez aussi trouver 0. Donc, voilà
comment on utilise la transformée de Laplace pour résoudre beaucoup d'équations intégrales. Vous pouvez aussi, comme vous allez le voir dans l'exercice 6 de la série 4, utiliser aussi la transformée de Laplace pour résoudre des équations différentielles intégrales. OK? Bon, alors on va s'arrêter là. Là, j'ai terminé avec ce chapitre. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations en même temps. C'était un cours assez lent. Tout est très bien expliqué dans ce cours. Vous allez reprendre doucement tout ce qu'on a fait avant d'entamer, et vous pouvez là, bien sûr, faire toute la série 4. D'accord? Donc, vous aurez pendant les vacances la correction de la série 4 sur l'UVT. Vous aurez aussi la suite de tout ce chapitre. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon travail et on se retrouve jeudi pour terminer le dernier chapitre concernant les couples de variables aléatoires de probabilité. D'accord? Alors, bon travail et au revoir. Merci, madame. De rien. Au revoir.